C'est la photographie d'une chute. Une chute en noir et blanc. La chute d'un homme. Il était à genoux. Son torse est maintenant en train de basculer vers le sol. Il bascule face à moi, vers ma gauche, donc vers sa droite. Son épaule droite est à peu près à une quinzaine de centimètres du sol. Il ne peut pas utiliser ses mains pour freiner ou amortir l'impact, car elles sont retenues derrière son dos, certainement attachées. C'est un homme jeune. La silhouette est mince. Il porte un pull en taille fine, moulant un torse ferme. L'encolure en V est très près du cou. Probablement un très jeune homme. À peine la vingtaine. Ses cheveux doivent être longs, d'une dizaine de centimètres, c'est-à-dire courts, mais assez longs pour être dérangés par le mouvement de la chute, notamment à l'arrière de sa tête, où une importante mèche de cheveux semble se détacher. Elle se distingue de l'arrondi du crâne en une masse légèrement rétrécie à sa base. À une quarantaine de centimètres de cette base, un canon de revolver vient de faire feu, comme en témoigne l'index droit, crispé, bien visible, en fin de course dans le pontet, cet arc de métal entourant la gâchette, sur laquelle le doigt est encore replié, crocheté, crispé. Le visage de l'homme est contracté comme par réflexe sous l'impact, ou comme s'il était dérangé par un bruit trop fort. Par la détonation ? Ou comme s'il anticipait et redoutait ce son. Peut-on sursauter à cause du coup de feu qui vous abat ? Il se pourrait que l'impact de la balle ait emporté l'arrière de son crâne. Son visage est encore contracté, ses muscles sont encore tendus, donc il n'est pas encore mort. Il le sera probablement dans une quinzaine de centimètres, lorsque son épaule droite heurtera le sol. Et toujours l'œil revient vers ce corps qui n'en finit pas de chuter. Il était à genoux, son torse est maintenant en train de basculer. Si je ferme les yeux et si je les rouvre, aura-t-il enfin atteint le sol ? La photographie a bien été prise au moment du coup de feu, car bien qu'une partie du crâne soit arrachée, on ne voit encore aucune trace de sang. En tout cas, aucune trace visible sur l'image. Et peut-être déjà quelques gouttes, projetées par l'impact. Le sol est plutôt clair. Les ombres, les quelques petits déchets que l'on devine se détachent très nettement. Si du sang s'était répandu, il se verrait. Comme se voit la flaque autour du crâne d'un autre homme, déjà tombé. On ne peut pas voir le bas de son corps, il est caché dans la perspective par le corps de l'homme à une quinzaine de centimètres de sa mort. On ne peut en voir que le haut. Il est lui aussi face à moi, face à l'objectif. Il a lui aussi basculé sur son côté droit, vêtu de ce qui ressemble à un polo à longue manche, ouvert sur 3 boutons. Le col n'est pas visible, comme si le vêtement avait été tiré vers l'arrière. L'ouverture est assez grande, découvrant en un triangle profond d'environ 1/3 de la poitrine, la clavicule gauche, ainsi que le sillon entre les pectoraux. La tête est penchée comme si elle avait été chercher le sol, dans un désir de repos. Le visage est détendu, en tout cas pour sa partie gauche, celle que je peux voir. La surface de jonction entre les cheveux et le sol est plus grande qu'elle ne devrait l'être si le crâne était normalement arrondi. Il semblerait qu'une partie de la boîte crânienne manque, que son arrondi en ait été fracassé, d'où cette surface de contact, plus grande que la logique. Autour s'est formée une flaque de sang ou de matière aux contours irréguliers d'à peu près 50 cm². L'homme, en train de chuter, a donc assisté à cette première mort. Il se peut qu'il ne l'ait pas vu directement puisque l'autre corps est un peu en arrière. Mais il l'a entendu, la détonation, ainsi que la chute. Peut-être a-t-il aussi entendu le bruit produit par l'impact sur le sol,
de la petite plaque taillée en pointe et probablement coincée dans le dos du mort, au niveau des mains. Elle dépasse du crâne de ce mort d'une trentaine de centimètres, la même que celle qu'il porte lui-même coincée dans le dos. S'est-il demandé si sa plaque à lui ferait le même son au moment de sa mort? S'est-il demandé s'il allait, lui, l'entendre? Si c'était la dernière chose qu'il lui serait donné d'entendre? Il est à 15 centimètres de sa mort. Si je ferme les yeux et si je les rouvre, aura-t-il enfin atteint le sol? Il y a quelque chose d'écrit sur ces deux plaques, une colonne d'idéogrammes, peut-être une plaque d'infamie révélant à tous la nature du crime commis et ayant pour fonction de le rappeler à ceux qui croiseront les corps exposés. Voilà ce qui vous arrivera si vous faites ceci. Quel que soit le temps que je passe à regarder cette photographie, mon œil revient sans cesse à l'homme en train de chuter, ou plus exactement, à cet espace entre la pointe de son épaule droite et le sol. Je dois faire un effort pour m'intéresser à l'image dans son ensemble, car je reviens toujours à ces 15 centimètres comme intervalle entre la vie et la non-vie. La photographie a converti la durée en espace. Sans elle, il ne me serait pas donné de scruter encore et encore cet intervalle. Si j'avais assisté à cet événement en direct, ce n'est certainement pas ce petit espace entre l'épaule et le sol que mon œil aurait gardé de la scène. La photographie permet de voir, de s'appesantir sur quelque chose que l'on n'aurait pas eu le temps de voir en direct. Et tout en sachant que cela est impossible, je ne peux m'empêcher d'attendre la fin de la chute. La fixité de ce déséquilibre manifeste a quelque chose d'insupportable. Suspension contre nature, fascination morbide, suspension dans l'espace, suspension entre la vie et la mort. Étrange prodige photographique, cet homme est à la fois vivant et mort. Je ne peux me défaire du désir de voir ce corps toucher enfin le sol, du désir de voir cet intervalle diminuer peu à peu, de voir ces 15 centimètres n'en être plus que 10, que 9, que 4, et que la fin du supplicié soit la fin du supplice. Il est à 15 centimètres de sa mort. Si je ferme les yeux et si je les rouvre, aura-t-il enfin atteint le sol? Maintenant que je l'ai vu, cette photographie fait partie de moi, à tout jamais. Mieux ou pire que s'il s'agissait d'un texte. Le langage demande un décryptage. Il fait appel à la manipulation de concepts. Il instaure une distance. Cette image exprime la volonté délibérée de supprimer tout intermédiaire entre l'acte et sa perception. Nul signal de la présence de quelque photographe que ce soit. Pas d'ombre, pas de morceau de corps, rien qui signale la présence de l'objectif. La prise de la photographie la fait disparaître. Je ne peux douter de l'authenticité du cliché, le décrypter sans fin, le remettre en cause. Il restera toujours quelque chose du premier frisson. Cette photographie fait partie de moi, à tout jamais. Le revolver est brandi par un homme en uniforme qui vient de tirer de la main droite. Il est de profil par rapport à l'objectif, penché sur sa victime, comme si celle-ci, à genoux, avait instinctivement voulu fuir le revolver, comme si l'homme, du fait de sa position, ne pouvait se relever facilement. Il a donc tenté de mettre de la distance entre lui et l'arme, en se déplaçant de côté sur les genoux, puis en se penchant sur son côté droit. Un réflexe. Pour se rapprocher, le bourreau n'avait pas d'autre solution que d'avancer en écartant les jambes comme s'il allait chevaucher le corps, et de se pencher en avant pour assurer son tir. C'est avec sa main droite qu'il tire, le bras tendu. Le bras gauche est replié devant son corps au niveau du coude, comme s'il voulait se protéger de quelque chose. Des éclaboussures? Aurait-il vraiment pu penser aux éclaboussures?
Ou peut-être veut-il retenir quelque chose risquant de gêner le mouvement de son bras droit. Il ne semblerait pas que ce soit sa veste. Sa cartouchière, lui servant de ceinture, la retient. Il est de profil et porte une casquette dont l'ombre portée ne permet pas de voir l'expression de son visage. Le haut, à partir du nez, est dans l'ombre. Sa position n'est pas confortable, il semble mal à l'aise, réticent à la proximité de sa victime. La crainte de la proximité de la mort. Il est vêtu d'une tenue claire, évoquant l'uniforme par ses épaulettes boutonnées, mais un uniforme mou. Une tenue de fonction, rien à voir avec les uniformes des autres hommes présents sur la photo. Cette tenue de fonction évoque le coton, froissé à la pliure des genoux, à l'aisselle. Ces chaussures à semelles claires ont l'air d'être en tissu, elles aussi. Le dessus de la chaussure d'une couleur plus foncée que celle de l'uniforme, et sali de poussière. Je ne peux voir qu'un côté de la rue où se déroule la scène. C'est une rue large. On aurait positionné le photographe sur un trottoir, perpendiculairement au sens de circulation, pour photographier une partie de la chaussée et l'autre trottoir. Le groupe formé par le mort, l'homme qui tombe et leur exécuteur forme un premier plan, un peu isolé du reste. Rien n'est très proche d'eux. Isolé peut-être, mais pas seul. À l'arrière-plan suivant, dans la partie droite de la photo, on peut voir l'avant d'un camion ou d'une voiture à l'arrêt. Un véhicule avec de larges garde-boue arrondis qui se prolongent en marchepied comme dans les années 40-50. On n'en voit pas grand-chose. Les roues avant sont en grande partie dissimulées par le corps penché de l'exécuteur. Mais on peut voir la partie supérieure du nez du capot ainsi que l'avant de l'habitacle. Le bord de la photo ne nous laisse voir qu'un peu plus du tiers de la vitre et de la portière. La lumière, pénétrant à l'intérieur, permet de deviner des bras croisés ou deux bras appuyés sur le volant. Les deux bras croisés sur le volant, position de détente, de repos. Et ce corps qui n'en finit pas de tomber, si je ferme les yeux et si je les rouvre, aura-t-il enfin atteint le sol ? Chaussée et trottoir sont de la même couleur. La photo est en noir et blanc. Couleur unifiée, écrasée par l'intensité lumineuse. Le changement de plan, la surélévation, ne se distingue que par la bordure, très grisâtre qui traverse toute la photographie, à peu près en son milieu. Le camion n'est pas garé contre le trottoir, mais à 1 mètre environ. La rue doit être très large. Un boulevard, une avenue, un axe de circulation important. On aurait choisi précisément cet endroit-là à cause de sa grande fréquentation, pour affirmer que l'on n'a pas à se cacher. Dans l'alignement des façades, on peut voir, tout en arrière-plan du tireur, une large double porte, un haut portail fermé par 2 battants, probablement en fer. Il semblerait que ce soit des grilles et qu'on en ait masqué les interstices qui permettraient de voir derrière par des plaques de métal ajustées de l'intérieur. Sur la gauche de la porte, gauche pour nous, on peut voir une banderole avec une colonne d'idéogrammes peints en épais traits blancs sur fond foncé. L'enseigne d'un bâtiment officiel, d'une administration, lieu stratégique pour une exécution. À ras du trottoir, encore sur la chaussée, 2 hommes en uniforme, bien campés sur leurs 2 jambes écartées, mitraillette au poing pour celui situé dans la partie gauche de la photo, mitraillette tenue dans la main droite et pendant le long du côté droit pour le second. De ce second homme, on ne peut pas voir grand-chose. Il est dissimulé lui aussi par le tireur. C'est un homme casqué de blanc ou d'une couleur claire. Sa tenue ne diffère du premier que du point de vue du casque et du pantalon. Le second a son pantalon rentré dans des bottes qui vont un peu plus haut que mi-mollet. Il porte une casquette.
Tous deux sont chaussés de cuir. L'uniforme des deux militaires n'a rien à voir avec celui du tireur. Il est beaucoup plus sombre. Il apparaît noir sur la photo. Possiblement marine. La matière a l'air plus épaisse, d'un tissu qui se tient mieux, avec des boutons dorés et ornements, ou barrettes de décoration au-dessus de la poche de la poitrine, cordelière entourant l'articulation de l'épaule droite. Il semblerait qu'il porte des gants, comme en portent les autres militaires en uniforme, comme eux, situés à l'arrière-plan suivant. Les guerriers ont le sens du costume. Ils sont, eux, sur le trottoir, debout également. J'en compte 7. 3 avec des casques clairs, 4 avec des casquettes. On peut deviner plus qu'affirmer la présence d'un de ces soldats. Le bord gauche de la photo ne me donne comme indice de sa présence qu'une demi-casquette. Ou plutôt, il semblerait que 2 soldats à casquette se tiennent très près l'un de l'autre, l'un dans la perspective de l'autre, donc l'un cache l'autre. La jugulaire des hommes casqués est bien visible, comme si elle leur maintenait la mâchoire inférieure, comme si elle les obligeait à garder la bouche fermée. Avec les soldats présents en contrebas du trottoir, c'est 9 militaires qui sont visibles en tout. Un seul de ces soldats n'est pas armé. Il se tient les mains au niveau de la boucle du ceinturon de sa veste, la bouche légèrement entr'ouverte. Surpris, incrédule, choqué. Tous les autres, ceux dont on peut voir les mains, soit 4, sont armés. 3 mitraillettes et 1 revolver. Les armes ne sont pas au repos. 2 des soldats tiennent leurs mitraillettes à 2 mains. Il leur suffirait de lever légèrement le nez de l'arme pour tirer une rafale. Le soldat qui tient un revolver l'a bien en main, l'arme prête, elle aussi, à tirer. Si je ferme les yeux et si je les rouvre, ce corps qui n'en finit pas de tomber aura-t-il enfin atteint le sol ? Tous ces soldats sont tournés vers l'exécution en cours. Leur corps, leurs regards, leurs armes. La scène focalise leur attention. Pourtant, derrière eux, sur un plan situé encore en arrière, correspondant à l'alignement des maisons, je peux voir des gens rassemblés dans l'ouverture d'une façade. Ce ne sont manifestement pas des militaires. Ils sont installés comme si on avait ouvert la devanture d'une échoppe pour en faire une sorte de tribune. Une tribune improvisée dans une devanture jouxtant le grand portail à double battant. Improvisée pour des spectateurs. Une tribune et des spectateurs pour assister à une exécution. Oui, une tribune. Un espace délimité, abrité, comme en témoigne la limite entre ombre et soleil bien visible sur la partie droite de la devanture, qui semble occultée par la masse plissée des rideaux que l'on aurait regroupés sur un même côté pour dégager l'ouverture. Ces rideaux ne masquent pas la totalité de la hauteur, car au-dessus du câble sur lequel ils sont accrochés, je peux apercevoir une tête, spectatrice elle aussi de l'exécution. Dans cette tribune improvisée, on a installé des spectateurs sur plusieurs niveaux. On voit bien que certains sont nettement plus hauts que d'autres, car montés sur des caisses d'ajourés, emplis de quelque chose qui ne se laisse voir qu'en morceaux blancs accrochant la lumière. Il pourrait bien s'agir d'extrémités de quarts de bûche, rangés dans des caisses. Servir de promontoire ne semble pas être leur destination première. Mais ces caisses ont servi à mieux voir la scène. Ces spectateurs ont l'air d'être nombreux, en tout cas pour l'espace qui leur est imparti. Ils sont sur plusieurs rangs. Je peux distinguer des têtes dans l'ombre, derrière le premier rang. J'en dénombre 16. Il y en a peut-être 17. Et ce corps qui n'en finit pas de tomber, si je ferme les yeux et si je les rouvre, aura-t-il enfin atteint le sol ? On a donc disposé ces spectateurs pour qu'ils assistent à la scène.
Toute leur attention est focalisée par le coup de feu. Donc, que ce soit les militaires ou les non-militaires dans ce que j'appellerais la tribune, tous me font face et regardent l'exécution. Les deux suppliciés me font face, eux aussi. Suivant la succession des plans, si les victimes me font face et que derrière elles, les spectateurs, militaires ou non, me font face également, alors ils ne voient les suppliciés que de dos. Tous. Le photographe est le seul à voir leur visage. 17 spectateurs, 9 militaires, un chauffeur, un tireur, au total une trentaine de personnes, et un seul pour voir le visage de tous. Ils ne peuvent voir les uns des autres que leur dos. Et c'est la position du photographe qui me permet de voir la scène dans son ensemble. Je suis à sa place, je vois ce qu'il a vu, il est mon regard, il est mon œil, et je deviens son point de vue, je suis son point de vue. Pourtant, rien de lui dans cette photo, pas de traces. C'est le cliché qui révèle sa présence. L'axe des regards le place dans le même angle de vue que les suppliciés. Je ne sais donc pas si c'est lui ou l'exécution que les militaires observent. Personne ne semble prendre le photographe en compte, et pourtant c'est bien pour lui que ce tableau exécuteur-exécuté a été composé. Donc pour moi qui contemple cette photo, cet homme, cet absent, que se passe-t-il dans sa tête au moment où il appuie sur le déclencheur? Est-il seulement soucieux du cadrage, de l'éclairage, de l'ouverture de son objectif, de la distance de prise de vue, de la qualité de sa pellicule? Et si je ferme les yeux et si je les rouvre, ce corps qui n'en finit pas de tomber aura-t-il enfin atteint le sol? La scène se joue dans une scénographie bifrontale. C'est bien la notion de scénographie qu'évoque cet arrangement, une scénographie particulière pour une mise en scène particulière, réservant la meilleure place au photographe. Il ne s'agit pas d'une photographie prise en passant grâce à l'opportunité d'un hasard favorable. Au vu des moyens techniques disponibles l'année où le cliché a été pris, cette photographie a demandé une certaine préparation. Elle est très bien cadrée et d'une extrême netteté. Un peu de flou, dû à la rapidité du mouvement, dans les contours de la plaque de bois au-dessus de la tête, mais pas assez flou pour empêcher la lecture des idéogrammes. Un peu de flou dans les cheveux, dans les coudes gauche en suspens, comme si l'homme avait tenté d'amortir le choc avec le sol en compensant le déséquilibre et l'accélération de la chute par une tentative de contrepoids. La photographie a dû être prise au 125e, ou plus vraisemblablement au 250e, permettant cette netteté. Oui, le photographe est à la meilleure place. En tout cas, à la place où l'on est à même de voir cette mort en direct. La place où l'on est bien placé pour voir la vie quitter les yeux des deux hommes. La place où l'on peut voir la mort détendre leur visage, comme en atteste le calme très visible sur celui du déjà mort. Le photographe est le seul à voir tous les visages. Il est le premier à avoir la certitude de leur mort. Est-ce qu'il est seul de ce côté de la scène? Si c'est le cas, s'il n'est pas un spectateur parmi d'autres, mais un spectateur exceptionnel, privilégié, isolé, comme l'est un dignitaire au spectacle, il est alors envisageable que l'on ait voulu photographier non seulement l'exécution, mais aussi sa mise en scène. Ce n'est plus seulement d'un événement à un instant précis que témoigne cette photographie. C'est un véritable spectacle en plusieurs actes qu'elle nous raconte. Acte 1, mise en place du décor, à savoir le choix d'un lieu dégagé, permettant une bonne vision de plusieurs points de vue, permettant de regrouper les spectateurs à un endroit singulier et offrant le recul suffisant pour que le photographe ait dans son champ tout ce qu'il doit avoir. Acte 2, installation du public, y compris du photographe. Lui a-t-on laissé le temps de faire ses réglages? Lui a-t-on demandé s'il était prêt? A-t-il lui-même demandé à ce que certains se serrent un peu pour qu'il puisse avoir tout le monde dans son cadre? Acte 3, mort numéro 1. Y a-t-il eu un moment de panique, de silence, un instant figé après cette première exécution? Acte 4, mort numéro 2.
C'est l'instant du spectacle fixé par la pellicule. Je peux imaginer ce qui a précédé. Quant à celui qui suit, l'acte 5, c'est dans la tête de celui qui contemple cette photographie qu'il se joue. Si je ferme les yeux et si je les rouvre, ce corps qui n'en finit pas de tomber aura-t-il enfin atteint le sol ? Je me demande si la première mort a elle aussi été photographiée. Est-ce que le photographe n'aurait pas réussi sa photographie et qu'il aurait donc décidé de continuer à photographier ? Est-ce qu'il aurait pu ne pas réussir pour avoir sursauté, avoir oublié d'appuyer sur le déclencheur car trop saisi par ce qu'il voyait ? Ou au contraire, a-t-il patiemment attendu la deuxième exécution pour renforcer d'un cadavre la puissance dramatique de son cliché ? Ou encore, a-t-il réalisé des clichés des deux exécutions avant de choisir la meilleure ? Ou bien a-t-il continué à photographier pour se cacher derrière son appareil, pour mettre un obstacle, une barrière entre lui et une insupportable réalité ? Quelle qu'ait été sa réaction ? A-t-elle été masquée par la grimace propre à toute personne photographiant, du moins à cette époque, un œil fermé et l'autre ouvert, collé à l'objectif, déformation latérale retroussant la lèvre comme une babine ? Qui est ce photographe de guerre qui disait qu'en plein combat, quand un soldat ennemi surgissait dans son champ de vision, son premier réflexe était de faire zoom arrière ? Comment expliquer le sentiment qu'avoir vu cette photographie fait de moi une complice ? Complice de quoi ? De qui ? Je n'étais pas né à l'époque où elle a été prise. Je ne me sens pas attiré par le pays où ont eu lieu ces événements. Je n'ai rien à voir avec cette partie du monde, très éloignée de mon monde. Pourtant, ce sentiment est là. Je me sens complice. De tous ceux qui se sont attardés sur cette photo, je suis avec eux. Nous sommes rassemblés dans une tribune, nous aussi. Pourquoi pas derrière le photographe, à guetter pour l'éternité l'impossible fin de cette chute ? Est-ce la passivité qui nous unit ? Comment pourrais-je être rétroactivement active alors que je n'étais pas né ? Je ne sais pas. Peut-être ma passivité relève-t-elle de l'impossibilité d'en finir avec ce type d'images, de continuer à les regarder en sachant que cela est vain, que cela ne change rien. Ce n'est pas regarder des photographies qu'il faut faire pour stopper quelque exaction que ce soit. Complice de quoi ? De faire partie de la cohorte mondiale des camés de l'image qui accrochent des photos de roses dans leur salon pour avoir l'impression que ça sent bon ? J'ironise. Je ruse avec mon malaise. Je me rends compte que dans ma bibliothèque, j'ai 3 fois cette photographie, dans des ouvrages différents. Pourtant, les livres de photographie ne représentent qu'une petite part des livres que je possède. Si je ferme les yeux et si je les rouvre, ce corps qui n'en finit pas de tomber aura-t-il enfin atteint le sol ? Si je l'ai 3 fois dans ma bibliothèque, il y a beaucoup de chances pour que tout le monde l'ait au moins une fois. Aura-t-il enfin atteint le sol ? L'attention de tous les spectateurs, civils ou militaires, est tournée vers la scène de l'exécution dans l'axe du photographe. Peut-être est-ce lui qu'ils regardent. Leurs réactions ne sont pas perceptibles. Elles le sont d'autant moins que 3 des militaires portent des lunettes de soleil, avec de grands verres très foncés. Car il y a du soleil. Étant donné la grandeur des ombres, la scène pourrait avoir eu lieu en fin de matinée. D'où cette grande clarté accentuant les contrastes, renforçant la sensation d'obscurité dès que se marque l'ombre d'un bâtiment. En dehors des militaires à la bouche entr'ouverte, un seul visage laisse voir une réaction. Il est au premier rang des spectateurs, en tribune, dans l'encadrement de la devanture. Son visage apparaît entre les épaules de 2 militaires. Il a les pommettes et le menton contractés, la bouche entr'ouverte, les sourcils probablement légèrement froncés. Son expression reflète quelque chose de l'incrédulité, de la stupéfaction, du dégoût. Le photographe se sent-il visé par ce regard ? Que veut dire cette expression ? Cet homme est-il choqué par le spectacle ? Ou par le fait que quelqu'un soit là pour le photographier ? Ou s'agit-il d'autre chose ? Connaissait-il les victimes ?
Ou bien connaissait-il l'exécuteur et ne l'aurait jamais cru capable de cela? Est-il solidaire de cette action? Y est-il pour quelque chose? Est-ce un délateur? Est-ce le délateur? Les militaires, quant à eux, ne semblent absolument pas se soucier des gens entassés dans la tribune de la vitrine. Ils leur tournent le dos comme s'ils n'avaient rien à craindre d'eux. Pourtant, par leur uniforme, ces soldats se démarquent des autres personnes présentes. L'exécuteur, les exécutés et les gens dans la tribune semblent, eux, appartenir au même monde. Parmi ces spectateurs, civils ou militaires, s'en est-il trouvé un pour avoir le souci de faire bonne figure sur la photo, cédant au réflexe de se rajuster au moment de la capture de notre image? A-t-il tiré sur le bas de sa veste pour la défroisser, vérifier si son casque ou sa casquette étaient bien mis? S'en est-il donc trouvé un dont la préoccupation de la prestance ait éclipsé le choc, l'émotion provoquée par la scène? À moins que ce ne soit le souci de survie qui n'ait motivé cette préoccupation. Peut-être, pour l'un des spectateurs, est-il vital que son image soit bonne, qu'il n'ait pas l'air choqué ou attristé ou préoccupé par ce à quoi il assiste. Ces spectateurs sont-ils libres de leur réaction? Cette liberté est-elle la même pour tous? Dans une situation extrême comme celle-là, extrême par la gravité de ce qui s'y déroule, extrême par la singularité de l'instant, la réaction unanime pourrait être le saisissement, le rejet. Mais la peur pourrait reléguer au second plan toute autre sensation, opérant comme un filtre entre la scène et celui qui y assiste. Si je ferme les yeux et si je les rouvre, aura-t-il enfin atteint le sol? Regarder une photographie crée un sentiment de familiarité entre celui ou celle qui la regarde et les événements qu'elle illustre. Familiarité d'autant plus grande que la photographie est marquante. Mais cette familiarité ne repose sur rien. Au final, nous n'en savons pas plus que ce que nous en dit la légende. J'en ai trouvé plusieurs commentant ces événements, une différente dans chacun de mes livres. L'une dit « L'exécution sommaire de communistes à Shanghai par les forces désespérées du Kuomintang. Les communistes allaient contrôler la ville en quelques jours. » Une autre dit « À Shanghai, avant l'arrivée de Mao, des civils soupçonnés de lui être favorables sont dénoncés comme pillards et exécutés par le nationaliste après un bref jugement. » Et la troisième, des policiers exécutant des agents communistes sous le regard de soldats du Kuomintang. Avant que Shanghai ne tombe aux mains des troupes de Mao, le 25 mai, les rues de la ville furent le théâtre d'une sauvagerie meurtrière des nationalistes. Il s'agit donc bien d'un jour de mai ensoleillé. Un jour de mai ensoleillé à Shanghai. Un jour de mai ensoleillé à Shanghai, où des agents communistes ou des civils soupçonnés d'être favorables à Mao sont exécutés par les forces désespérées du Kuomintang ou par des policiers sous le regard de soldats du Kuomintang. Que dire de légendes qui laisseraient un tel choix? Que dans cette image, ce n'est pas la valeur historique qui est la plus importante. Pourquoi aucune de ces légendes ne fait-elle mention de ce qui est écrit sur la banderole à côté du grand portail, ou, beaucoup plus important, sur les plaques d'infamie? Et si la traduction de ce qu'elle mentionne donnait un autre sens à l'image? Mon premier choc avec l'horreur en direct, le charnier de Timisoara, de l'horreur filmée. Certainement pas les premières ni les pires que l'on ait montrées, mais j'avais atteint l'âge de comprendre et de réfléchir ce que je ressentais. J'avais peut-être raté les recommandations d'usage du présentateur du journal télévisé quant à la dureté et au choc éventuel de ces images, prévenance hypocrite qui sonnait comme une invite à se rincer l'œil. Et le conseil d'éloigner les personnes sensibles, façon d'envisager la possibilité de se les garder bien pour soi, de rester en tête-à-tête avec du dur, du vrai, du brutal, du frisson, laisser entrevoir la perspective de la jouissance d'un plaisir interdit, interlope. Ou le défi du « regarde ça si tu l'oses ». On sait aujourd'hui à quoi s'en tenir quant à ce tournage. Tout avait été mis en scène.
Un journaliste a raconté qu'un envoyé spécial, constatant les bruits et les doutes qui se propageaient à propos du charnier, téléphona à sa réaction pour lui faire part de sa perplexité. La réponse qui lui a été faite était que peu importait son avis. Dans la mesure où toutes les chaînes relayaient l'information, il était hors de question de présenter une autre version. Si je ferme les yeux et si je les rouvre, ce corps qui n'en finit pas de tomber aura-t-il enfin atteint le sol ? Si on prend compte de la différence d'uniforme entre l'exécuteur et les spectateurs militaires, des policiers sous le regard de soldats du Kuomintang est le plus probable. Cette distinction peut être importante pour la lecture, le décryptage de l'image, et renvoie également au sens, à la fonction de cette photo. Pourquoi cette mise en scène ? Cette photographie a-t-elle été conçue dans le but d'attester de façon incontestable que ce qui devait être fait a bien été fait ? Là où un simple rapport écrit ou parlé aurait pu être remis en cause, l'image fait office de preuve irréfutable, surtout à l'époque où elle a été prise. On peut penser qu'elle était destinée à la hiérarchie du Kuomintang. Est-ce qu'elle doit prouver que non seulement les sympathisants communistes sont bien exécutés, mais que la police est également sous contrôle, puisqu'exécutant les ordres qu'on lui donne ? A-t-elle été utilisée par certains officiers pour prouver leur participation au maintien de l'ordre ? Peut-être est-ce pour cela qu'au moment du coup de feu, au moment du coup de déclencheur, l'un ou l'autre était surtout préoccupé par son apparence. Ou a-t-elle pour but de disculper le tireur ? Cette disculpation pourrait être double. Du point de vue du Kuomintang, elle pourrait disculper le policier de toute sympathie pour le mouvement communiste. Ou elle pourrait représenter l'accomplissement d'une épreuve prouvant sa loyauté. Si tu n'es pas du côté des communistes, abat ces deux hommes. Mais du point de vue des communistes, elle pourrait disculper le policier. Voyez, je n'ai pas agi de ma propre initiative, mais sous la contrainte et la surveillance des soldats présents ce jour-là. Suivant le point de vue que l'on choisit, la signification de l'image peut être tout autre. Je peux être face à un acte de propagande ou face au témoignage d'un martyr. C'est tout autant la mort d'un traître que celle d'un martyr. Mais nul respect, ni pour l'un, ni pour l'autre. C'est le même corps, la même mort, la même impudeur. Serait-ce de cette impudeur-là que je me sens complice ? Et si je ferme les yeux et si je les rouvre, aura-t-il enfin atteint le sol ? Être présent sur cette image peut donc signifier la grâce ou la condamnation, ou les deux. Si dans un premier temps, le temps du pouvoir du Kuomintang, elle a servi à laver le tireur de tout soupçon, elle a peut-être servi au Parti communiste, une fois au pouvoir, à prouver qu'il a exécuté des camarades sans tenir compte d'une éventuelle menace. La sensation d'un danger extrême, le risque de perdre sa vie, aurait pu rendre le policier absent de son geste. D'où sa pose, semblant exprimer une gaucherie, une maladresse ou une gêne. Peut-être doit-il faire ce qu'il fait pour sauver sa vie. Peut-être même est-ce lui l'enjeu de la photographie. Étant penché sur sa victime, le tireur se trouve exactement dans le même axe qu'elle. C'est donc à lui que tous les officiers pourraient être attentifs, et non aux hommes abattus. Ainsi, les personnes, agglutinées dans la devanture, se trouveraient reléguées au rang des sans-intérêt, sans danger. Tout se jouerait entre les uniformes. On peut voir une douille au sol, parallèle au pied gauche du policier. C'est un revolver qu'il tient à la main. Les douilles ne s'éjectent donc pas, ce qui veut dire qu'il a échappé une balle lorsqu'il a chargé son revolver, qu'il a dû le charger à l'endroit même de l'exécution. Une balle a-t-elle si peu de valeur qu'il puisse la négliger et la laisser à terre ? Ou alors est-il pressé d'en finir avec cette tâche et a-t-il remis à plus tard de la ramasser ? Pourquoi avoir échappé cette balle ? Par nervosité ? Parce qu'il a été malmené au moment où il le faisait ? Ou parce qu'il a dû recharger son arme entre les deux exécutions ? A-t-il raté sa cible lors des premiers tirs ? En a-t-il été trop éloigné et la peur, la nervosité aidant, il aurait échoué, gâché ses balles ? Sa fonction de policier ne l'a-t-elle pas amené à tirer sur qui que ce soit jusqu'à présent ? Peut-être est-ce la première fois qu'il abat quelqu'un, qu'il tire sur quelqu'un.
Ce serait donc pour assurer son tir qu'il se serait rapproché et aurait pris cette position particulière, penché vers l'avant. Quel que soit son état d'esprit ou ses motivations, c'est dans cette position d'exécuteur qu'il passera à la postérité, que l'on se souviendra de lui. On pourrait se livrer aux mêmes spéculations en ce qui concerne le photographe. Réaliser cette photographie pourrait être un acte attestant sa loyauté envers le pouvoir, en fournissant des preuves de ce pouvoir. Elle pourrait également prouver sa loyauté au Parti communiste, en fournissant une preuve irréfutable des exactions commises à l'initiative du Kuomintang. Et si je ferme les yeux et si je les rouvre, ce corps qui n'en finit pas de tomber aura-t-il enfin atteint le sol ? Qui est le photographe ? Un reporter étranger que l'on a convié, chargé d'illustrer la résistance du Kuomintang face aux avancées des communistes ? Un soldat choisi pour ses connaissances en photographie, à qui on a donné un appareil et qui par miracle a réussi le cliché ? Ou un soldat spécialement formé à la photographie pour fournir au monde entier des images exprimant la fermeté du régime, au cas où certaines nations seraient tentées de soutenir la progression des communistes ? Ou encore ce même soldat formé à la photographie est-il chargé de faire passer dans la population le message d'une répression sans merci pour tout sympathisant ? Cet homme, au moment du cliché, se sentait-il plus soldat ou plus photographe ? À moins qu'il n'ait été un photographe de métier, habitué à faire des portraits d'enfants, de mariage, d'adultes habillés avec soin pour la circonstance, extirpé de sa boutique et contraint à faire le cliché, extirpé, pourquoi pas, des spectateurs agglutinés dans la vitrine. Cette photographie est un fragment du monde. A-t-elle rapporté une certaine notoriété à son auteur ? Du point de vue de l'histoire de la Chine, elle a été prise par les ennemis du Parti communiste, parti au pouvoir encore aujourd'hui. Le photographe a-t-il été victime de sa photographie, de son œuvre ? Qu'a-t-elle pu devenir ? Le négatif en est peut-être parvenu à l'agence Corbis, ou peut-être est-il perdu. Le Parti communiste chinois l'a-t-il gardé dans ses archives, comme le témoignage des répressions dont il a été l'objet lors de son inéluctable progression ? Cette photographie, comme tant d'autres, a-t-elle été glissée dans un album, épinglée à un mur, encadrée, posée sur un bureau, une cheminée ? Elle a certainement sa place dans un musée. De quoi est-elle devenue le souvenir ? D'une prouesse technique ? De la mort d'un proche ? De la conscience professionnelle d'un autre proche ? De la trace d'un haut fait d'armes ? Et pourquoi pas d'une erreur ? Et si je ferme les yeux et si je les rouvre, ce corps qui n'en finit pas de tomber aura-t-il enfin atteint le sol ? Et qu'en est-il de ces hommes abattus ? Ai-je le droit de les appeler victimes ? La photographie fixant cet instant X leur donne ce statut. Mais est-ce que faire le choix de ce mot ne revient pas à prendre parti ? À choisir son camp ? Si la photographie avait été prise 1 heure avant et qu'elle montre cet homme, maintenant à 15 cm de sa mort, en train d'abattre des hommes portant le même uniforme que celui qui lui tire dessus maintenant, ne serais-je pas en face de légitimes représailles en temps de guerre ? Le fait n'en serait pas moins condamnable ni excusable, mais compréhensible. Sur une photographie, est-ce l'arme qui détermine qui est la victime, en totale ignorance de ce que la dite victime aurait pu faire de pire 1 minute avant ? Pas même 1 minute, 1 seconde, moins d'1 seconde, le temps nécessaire pour appuyer sur le déclencheur, sur la gâchette. Si cet homme en train de mourir avait exécuté d'autres hommes, juste avant d'être exécuté, il l'a peut-être fait, et admettons qu'il l'ait fait, et que je l'ai su au moment de découvrir cette photographie, mon regard sur cette image, sur ce qu'elle montre, aurait-il changé ? Cette violence extrême me serait-elle apparue comme légitime ? Et si j'avais été concerné par les exactions commises ? Cette scène compte un spectateur supplémentaire, révélé par la moitié supérieure de son crâne. Il est coupé et tout à fait dissimulé par le capot avant du véhicule, dans la partie droite de la photo. On ne voit de lui que les verres noirs de ses lunettes de soleil, son front bien dégagé et ses cheveux. Il est tête nue. Tous les militaires, le policier, portent casques ou casquettes. Il a la tête nue comme les spectateurs de la tribune, mais semble coiffé avec beaucoup plus de soin que ce que l'on peut voir des autres. Sa coupe est courte,
Ses cheveux semblent coiffés avec soin, avec une raie sur le côté à l'européenne. Il semble regarder droit dans l'objectif, car il semble regarder droit devant lui, alors que s'il regardait l'exécution, sa tête serait légèrement tournée vers la droite. C'est en tout cas ce que l'on peut supposer. De lui, on ne voit absolument rien de plus que sa demi-tête. J'ai la sensation que c'est moi qu'il regarde. Au-delà de l'objectif, au-delà du photographe, au-delà du temps, il me regarde moi en train de regarder, d'interroger, de scruter, de décrire, dans mes efforts pour m'arracher à la contemplation de ces 15 centimètres entre la vie et la mort. Peut-être est-ce le hasard qui lui a fait assister à cet événement de là où il est. Peut-être pas. Peut-être a-t-il choisi l'endroit d'où il pourrait voir sans être vu. Et qui me dit que c'est bien l'objectif qu'il regarde? Il a des lunettes noires. On ne peut se baser que sur la position de sa tête pour en arriver à cette conclusion. Cet objectif qui est le point de rencontre entre son œil l'observant et mon œil qui voit ce que l'objectif a vu. Si je ferme les yeux et si je les rouvre, ce corps qui n'en finit pas de tomber aura-t-il enfin atteint le sol? Demain, j'ouvrirai le journal ou un livre, un autre livre. Si je ferme les yeux et si je les rouvre, aura-t-il enfin atteint le sol? Quel sera le cadavre du jour? Si je ferme les yeux et si je les rouvre, n'aura-t-il enfin atteint le sol? Quelle image vais-je y découvrir? Ce corps qui n'en finit pas de chuter, aura-t-il enfin atteint le sol? Quelle est l'image qui viendra rejoindre la cohorte de celle qui me hante? Si je ferme les yeux et si je les rouvre, aura-t-il enfin atteint le sol? Ce corps qui n'en finit pas de chuter, aura-t-il enfin atteint le sol? Si je ferme les yeux et si je les rouvre, aura-t-il enfin atteint le sol?